Bonjour tout le monde, bonjour à vous tous qui êtes déjà présents et bonjour à ceux qui, par la suite, regarderont cette vidéo dans la journée, dans la semaine, peut-être dans le mois, je n'en sais rien. Enfin, le plus tôt possible, quoi. Bon, en tout cas, merci à vous d'être là. Alors, c'est toujours des vidéos enregistrées, je ne peux pas faire de live pour le moment, ça viendra, enfin, ça reprendra un petit peu. Et pour l'instant, je n'ai pas encore le matériel suffisant, bien que je l'ai acheté, mais pour l'installer, ça nécessite l'achat d'un autre appareil. C'est comme ça, que voulez-vous. Bon, enfin, j'espère que vous allez bien, chers amis. Moi, tout va bien ici. Bon, tout se passe très bien. Il fait toujours un temps gris, c'est merveilleux, pas de soleil, pas de pluie non plus parfois, mais enfin souvent de la pluie, mais enfin en général, il pleut tous les jours ici dans cette région, pratiquement. Et là, c'est couvert en permanence. Bon, c'est vrai qu'on est en plein mois de décembre. Pour moi, c'est le 13, mais pour vous, ce sera le 14 quand vous regarderez cette vidéo. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, chers amis, je le répéterai jamais assez. Ne restez pas de simples spectateurs, enfin, faites ce que vous voulez, mais abonnez-vous, s'il vous plaît, partagez, mettez un pouce, et puis activez la clochette, voilà, vous savez tout le reste, hein, je ne vais pas vous le répéter tout le temps. Alors nous allons poursuivre bien sûr la carrière assez rapidement de Monsieur Jacques Chirac. Alors premier tour, oui, de l'élection présidentielle en 1995, il fera un quinquennat parce qu'entre-temps il va réformer le code électoral, enfin comme si c'était un chef d'État officiel, n'est-ce pas? Alors l'élection présidentielle de 1995, le lancement de la campagne, bon, hydrobaladure, devenu très populaire, 65% d'opinion favorable, là, quand même, hein, au début de l'année 1995, selon le baromètre. Oui, enfin bon, les baromètres, vous savez ce que j'en pense, et les sondages décident de se présenter à l'élection présidentielle. Ben dis donc, candidature officiellement annoncée le 18 janvier 1995. Bon, allez, passons. Campagne dynamique. Ah, tiens, c'est quoi ça? J'ai vu une. Qu'est-ce que j'ai vu là? Ah oui, le Guignol, Jacques Chirac dans l'Italie Guignol. Bon, c'est pas très joli, hein. Enfin bon, campagne dynamique. Il entame une campagne, donc Jacques Chirac, hein, dynamique centrée sur le thème de la fracture sociale. Il faut fracturer la société. Et comble progressivement l'écart le séparant du Premier ministre dans les intentions de vote en développant une stratégie de communication développée par Jean-Michel Goudard. Qui c'est cet homme? Je ne sais pas si on en voit le... Oui, évidemment. Ou Claude Chirac, voilà, tendant à le rendre plus humain et plus proche des habitants de l'Hexagone que son adversaire a posteriori. L'émission satirique des Guignols de l'info est considérée comme ayant influé significativement sur les résultats de l'élection présidentielle. Vous voyez, ouais, bon, enfin, du fait du traitement accordé à Jacques Chirac, transfiguré par les auteurs en personnage de anti-héros sympathiques, devenant l'une des marionnettes les plus populaires. La phrase "manger des pommes", développée à partir du logo de la campagne chiracienne, figurant un pommier, est vite reprise dans les médias et au sein de la population. À ce sujet, Benoît Delépine, pardon, voilà Benoît Delépine, l'un des auteurs de l'émission, explique: on détestait Balladur, il était d'une prétention hallucinante, avec un côté aristo qui faisait penser à l'époque giscardienne. Les Guignols, oui, déjà il voulait oublier Giscard, déjà évidemment, hein. Les Guignols ont sans doute participé à le déstabiliser. Cela dit, il s'est surtout déstabilisé tout seul. Bon, ma foi. Chirac lui avait ce côté un peu loser sympa. Il s'était fait discret pendant quelques années et bénéficiait de l'image d'un homme neuf. Jospin n'était pas prêt. Il paraissait même surpris d'être là. On connaît la suite. La campagne a lieu sur le terrain où il a retrouvé les accents de son premier discours d'Égleton.
celui où il préconisait l'alliance des valeurs essentielles du gaullisme et d'un véritable travaillisme à la... Voilà, hein, vous comprenez, hein. Bon, victoire au second tour. Jacques Chirac voilà, réussit à éliminer Édouard Balladur, qui se classe troisième avec 58% des suffrages au premier tour, au terme d'une lutte féroce et marquée par la sortie de plusieurs affaires politico-financières, telles que l'affaire Schuller-Maréchal, bon, en obtenant la deuxième place avec 20,84% des voix. Derrière Lionel Jospin, candidat socialiste, 23,30%. Jacques Chirac est élu président de la République au second tour. Bon, face à Lionel Jospin. Ah, c'était Jospin qui était au second tour. Bon, le 7 mai 1995, avec 52,64% des voix. Ah, président de la République, premier mandat donc présidentiel, gouvernement d'Alain Juppé. Voilà, monsieur Alain Juppé. Non, Jacques Toubon, pardon. La cérémonie d'investiture, voilà, bon. Il serre la main au président sortant François Mitterrand, bien sûr. Voilà. Bon, on passe un peu les détails. En 1996, protestation en Australie à la suite des essais nucléaires de l'Hexagone, enfin bon, dans le Pacifique. Ah. Jacques Chirac avec le président argentin Carlos Menem en 1997. Il est grand, il était grand Jacques Chirac, hein, regardez un petit peu. Très grand, très bel homme, selon des dames qui ont voté pour lui, hein. C'est les dames, vous savez, on les appelle les mamies boomers, pardon, les mamies boomers, non, les mamies boomers, comme les papis boomers, hein. Ils ont voté pour lui aussi, d'ailleurs ils continuent à voter pour qui? Bah, pour Monsieur Macron. Ils râlent, mais ils sont toujours, vous savez, ils veulent pas perdre leur retraite, hein. Ah ben non. Alors Jacques Chirac à Bordeaux en 1996 avec le maire et Premier ministre Alain Juppé et ses adjoints Véronique Fayet, Chantal Bourraguet et Jean-Paul Geoffrey. Bon, parce que tout ça... Oh là là. Ouais, bon. Je dirais rien parce que... Jacques Chirac et Bill Clinton. Enfin, Palais de l'Élysée, 17 juin 1999. Troisième cohabitation 1997-2002. Alors c'était Lionel. Non, qui c'était. La troisième cohabitation est bien plus longue que les précédentes puisqu'elle dure 5 ans. Le président et le Premier ministre tentent de parler d'une seule voix dans le cadre de l'Union européenne et de la politique étrangère, se rendant ensemble au sommet européen qui c'était son Premier ministre. Bon, ils le disent pas. Ah oui, Lionel Jospin, voilà, d'accord. Ah oui, qui se présentera contre lui en 2002 face à Jean-Marie Le Pen. Oui, bon. Vous connaissez la suite, hein, je ne vais pas vous la raconter. Bon, on va pas refaire tout le discours, hein. Jacques Chirac aux côtés de George Walker Bush, le faiseur de guerre, vous savez, les néoconservateurs. Voilà. Bon, on va pas trop lire, hein. Élection présidentielle 2002, voilà. Alors 2002, annonce début de la campagne. Alors là, ça a été la campagne où vous voyez déjà la duplicité, la complicité de tous les médias, alors tous les médias, et puis faire peur aux gens, aux habitants de l'Hexagone, hein, faisant descendre même les adolescents des lycées, c'est vous dire, hein, au point où on en était, pour barrer la route à Jean-Marie Le Pen, voyons. Hein.
Bon, enfin, vous savez, Lionel Jospin sera battu. Choc du 21 avril au premier tour. Le 21 avril, Jacques Chirac arrive en tête au premier tour, bien sûr, avec 19,98% des suffrages, soit le plus faible score historique pour un président sortant. À la surprise générale, Lionel Jospin est éliminé. Jacques Chirac se voit opposé au président du Front National, Jean-Marie Le Pen, que voilà, avec 16,86%. Alors regardez, hein, il n'y avait pas un gros écart quand même hein, entre les deux hommes qui détestent et dont ils considèrent le parti comme une création de François Mitterrand. Il n'a pas tout à fait tort. En fait, il n'a pas tout à fait tort. Bon, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est vrai que c'est quand même François Mitterrand qui a fait décoller le Front National aux législatives partielles. Rappelez-vous, en 1988, je crois, hein, ou avant, je sais plus. Non, 1988, je sais plus. Où le Front National a fait plus de 18%, je crois. Je me rappelle plus exactement. On l'avait lu, mais bon, chers amis, excusez-moi, mais référence à la stratégie assumée de favoriser le FN pour affaiblir le RPA. C'est pas faux. C'est pas faux. Jacques Chirac, là, il a dit une vérité. Enfin, en grande partie. C'est vrai que M. François Mitterrand avait la sournoiserie de se battre contre les idées du général de Gaulle et de l'UDR de l'époque, et d'affaiblir le RPA, bien sûr, naissant, donc en faisant monter, progresser le Front National. Mais ça, c'est pas faux. Il refuse de débattre avec son adversaire, déclarant que, face à l'intolérance et à la haine, il n'y a pas de transaction possible, pas de comportement possible, pas de débat possible. Des journalistes rappellent à cette occasion leur entrevue authentifiée de 1988, évoquant sa crainte d'affronter un orateur de talent. C'est vrai que Jean-Marie Le Pen a un talent oratoire plus élevé que Jacques Chirac, que l'on le veuille ou pas. Je vous l'ai dit, moi, de mon point de vue, seul M. Charles de Gaulle, François Mitterrand et Jean-Marie Le Pen, c'est les trois hommes de la Ve République, on peut dire, qui avaient le plus de talent oratoire et une élocution de la langue, on va dire, des habitants de l'Hexagone. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc il maîtrisait la grand-mère, Jean-Marie Le Pen, ainsi que M. de Gaulle et François Mitterrand, M. François Mitterrand. Donc ça, on ne peut pas leur enlever. Peu importe qu'on soit d'accord ou pas avec leurs idées, c'est une autre histoire. Il laisse alors la gauche et la jeunesse manifester en appelant à voter pour lui afin de faire barrage à Jean-Marie Le Pen et non par adhésion à sa personne. Le slogan de ses opposants les plus farouches étant voter escroc, pas facho, ou encore l'opération voter avec des gants. Le 5 mai, il est réélu avec 82,21%. Ah, il a quand même fait mieux que Emmanuel Macron, quand même. Hein, il a fait mieux. Non, je crois pas. Je crois qu'il y a un endroit où Macron a fait 90, quelque chose comme ça. Je sais plus où. Dans l'ensemble d'une région, je crois. Enfin, je sais plus. Faudrait regarder. On regardera un petit peu de toute façon les résultats lorsqu'on sera à Macron des suffrages exprimés. Il bat ainsi plusieurs records à cette élection. Ouais, bon, c'est pas une élection démocratique, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais enfin, bon, le président élu avec la plus large majorité au second tour et avec le plus grand écart de score entre le premier et le second tour, 62,3%. 62,3 points de plus. Bon, Raymond Barre et Michel Rocard déclarent que son score du second tour est un leurre car constituant un vote anti-FN, selon eux, seulement 20% des Français l'apprécient et Chirac commis une erreur d'interprétation en croyant à un triomphe politique, évidemment. Raymond Barre, quoi qu'on en dise, il avait vu juste, il savait bien que c'était un vote, on va dire, de la peur, plutôt qu'un vote, on va dire, voilà quoi.
Chirac avec Georges Bush, Tony Blair et Silvio Berlusconi. Donc, pétard, le trio, on va dire, bon, passons. Lionel Jospin, lui ayant aussitôt remis sa démission, il nomme un membre de Démocratie libérale, Jean-Pierre Raffarin, comme Premier ministre, lequel gouverne par ordonnance, oui, évidemment, pendant quelques semaines. Par ordonnance, ça veut dire que finalement, on passe au-dessus du peuple, c'est comme pour le 49-3, mais enfin bon. L'Union pour la majorité présidentielle, UMP, donc, crée l'association du RPR de démocratie libérale et d'une grande partie de l'UDF. De toute façon, bon, on remporte largement les élections législatives le 2 juin 2002, obtenant à elle seule la majorité absolue à l'Assemblée nationale, 365 sièges sur 577. Bon, Jacques Chirac peut à nouveau s'appuyer sur une majorité parlementaire. Il s'appuie également sur un groupe de députés UDF réduit à 29 membres et nomme un seul ministre issu de ce parti, Gilles de Robien. Il ne compose pas un gouvernement d'union nationale, plutôt attendu, ce qu'il regrette a posteriori. Il a néanmoins un problème idéologique avec ce gouvernement l'UMP issu du RPR, reprenant beaucoup d'idées de l'UDF. Oui, évidemment, il glisse un petit peu plus au centre pour aller bientôt à gauche, hein, mais bon, qui n'est pas gaulliste, a beaucoup plus au centre. Bon. Jean-Pierre Raffarin entame dès lors la mise en œuvre de certaines des promesses de la campagne, baisse de l'impôt sur le revenu et multiplication d'actions ciblées contre la délinquance. Viendront ensuite une réforme des 35 heures, une réforme des retraites et de la sécurité sociale et enfin la poursuite de la réforme de l'État, incluant ce que les spécialistes ont appelé l'acte 2 de la décentralisation. Oui, bon, vous connaissez la suite. Des nouveaux fonctionnaires, quoi, vous voyez, soi-disant réduction des dépenses de l'État, mais on transfère les dépenses de l'État aux dépenses des régions, ce qui revient du pareil au même, puisque tout ça, ça a été voté par M. Gaston Defferre et puis par M. Raffarin, comme vous l'avez entendu. Hein. Donc toutes ces réformettes n'ont pour objet qu'alourdir toujours les dépenses de l'État. Ou de la région. Maintenant, on ne dit plus de l'État. Ah ben oui, l'État n'a... Bon, si, sous Macron, il y a pas mal de ministres et de secrétaires, mais les régions coûtent très 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 cher. Voilà. Bon, on a voulu faire de la décentralisation, ben voilà les conséquences, chers amis. Bon, allez, j'abrège un petit peu. Ah, Lula da Silva. Bon. Vous voyez, les gens de gauche, ils s'entendent très bien. Regardez le sourire. Quand même, hein. Dominique de Villepin, dernier Premier ministre sous la présidence de Jacques Chirac. Hein. Ouais. Alors Jacques Chirac accompagné du général Henri Bettengat, qui c'est ça, au défilé militaire du 4 juillet de 2006. Ah oui, voilà le général. L'affaire Cleystream, bon. Jacques Chirac en novembre 2006. Voilà. Dernières années de sa présidence, 2005-2007, donc. Non, candidature à un troisième mandat et départ en 2007. Oui, bon, ça va, il a suffisamment eu ce qu'il voulait, donc par conséquent, il peut partir. Dernière allocution présidentielle de Jacques Chirac le 15 mai 2007. Communication début. La communication politique dans l'Hexagone devient réellement importante dans les années 1980. C'est d'ailleurs en 1986 que Jacques Chirac commence à s'intéresser à la communication politique en concevant, grâce à Michel Goudard, un des premiers teasing, bon, images médiatiques.
vit après son départ de l'Élysée, en retrait de la vie politique, de la vie publique, non pas politique. Hein. Le 16 mai 2007, Jacques Chirac quitte le palais de l'Élysée pour un appartement quai Voltaire à Paris, prêté par la famille de l'ancien Premier ministre libanais Rafik Hariri. Ah oui, c'est lui qui a été assassiné, je crois, assassiné dans un attentat à Beyrouth en 2005. Oui, voilà, c'est ça. Comme tous les anciens présidents de la République, il devient membre de droit et à vie du Conseil constitutionnel, où il côtoie Valéry Giscard d'Estaing en tant que tel. Il touche une indemnité mensuelle de 11 000 euros. Wow, pas mal, hein. Selon l'association en 1901, sauvegarde retraite, il est de plus éligible à une retraite cumulée estimée en juin 2007 à 18 781, donc plus 11 000, hein, chers amis, vous voyez, faites le rapprochement, ça fait 30 000 pratiquement. Bah, pas mal, hein. Répartis de la manière suivante, 30, voilà, 3 500 pour 5 ans à la Cour des comptes, 5 000 pour 30 ans de mandats locaux en Corrèze et à Paris, 5 031 euros. Oh là là là, alors ça fait plus de 30 000 euros tout ça. 5 031 euros pour ses 19 ans en tant que député et enfin 5 250 pour ses 12 ans de présidence à la République. Donc si je sais compter, hein, chers amis. Donc on va dire 3 500 plus 5 000, ça fait 8 500. 8 500, 13 031, 13 031, 13 031, 18 200, ouais, 18 à 19 000 à peu près, hein, voilà. Ouais, ben c'est pas mal, hein. Il a pas à se plaindre. Bon, il est mort maintenant, mais dans les mois qui suivent son départ de l'Élysée, alors ça qui est Jacques Chirac avec Louis Michel. Qui c'est ça? C'est un homme politique. Ah, d'accord. Bon. Dans les mois qui suivent le départ de l'Élysée, il se rend dans plusieurs pays d'Afrique pour inaugurer des projets d'accès à l'eau, aux médicaments, à l'éducation et à 2 reprises en Russie. À l'invitation personnelle de Vladimir Poutine, toutefois, il refuse de donner des conférences pour lesquelles il est fréquemment sollicité par diverses universités dans le monde. Il accepte l'invitation de Nicolas Sarkozy, voilà, on va en reparler bientôt, à se rendre le 16 juin 2009 aux obsèques nationales du président gabonais Omar Bongo, dont on avait parlé la veille. Son état de santé ainsi que ses ennuis judiciaires le poussent à se mettre en retrait du Conseil constitutionnel, donc Jacques Chirac, hein, où il ne participe plus aux séances depuis le 9 décembre 2010. Il indique que dans une lettre envoyée en mars 2011 au président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré, fils de Jean-Michel Debré, je rappelle, qu'il met ses fonctions entre parenthèses jusqu'à nouvel ordre, son indemnité de 11 000 euros, bien sûr, ajoutée à ce qu'on a vu avant, hein, par mois, et alors suspendu. Ah oui, d'accord, suspendu. Bon, dégradation de son état de santé, bon, j'abrège un petit peu, hein. Victime d'un accident vasculaire cérébral en 2005, Jacques Chirac est dès lors frappé par des moments d'absence, des pertes de mémoire, et également atteint de forte surdité. En septembre 2011, les avocats de l'ancien président indiquent qu'il n'est pas en capacité d'assister au procès des emplois fictifs de la mairie de Paris en fournissant au président de la 11e chambre du tribunal correctionnel Dominique Pott un rapport médical établi par le neurologue Olivier Lioncan, faisant état de la vulnérabilité de Jacques Chirac, qui souffre en outre de troubles de la mémoire et présente une anosognosie. C'est un trouble neuropsychologique qui fait qu'un patient atteint d'une maladie ou d'un handicap ne semble pas avoir conscience de sa condition
à l'inverse du déni, qui est un mécanisme de défense psychologique normal. D'accord. Ces apparitions publiques se font de plus en plus rares. Bon, évidemment, s'il est malade, hein. Investissement dans sa fondation. Bon, mort, hommage et funérailles. Cercueil de Jacques Chirac à l'hôtel des Invalides. Donc à Paris, évidemment, vous savez qui c'est qui a fait ses obsèques, hein. C'est Emmanuel Macron, bien sûr, hein. Sa santé continue à se détériorer au fil des années. Sa famille contrôle la communication et fait cesser toute apparition ou photographie en public, le tenant pour quasiment reclus à son domicile. En mars 2019, Jean-Louis Debré et Erwan Leloué, biographe de Bernadette Chirac, indiquent qu'il ne reconnaît plus que quelques personnes, sa femme, sa fille et ses auxiliaires de vie, et qu'il ne parle presque plus. Jacques Chirac meurt d'une insuffisance rénale, bon, ça on l'a déjà vu. Les anciens présidents, Nicolas Sarkozy, François Hollande, ainsi que de nombreux élus et responsables politiques de tous bords lui rendent hommage. Bon, voilà. Donc de Jacques Chirac au cimetière de Montparnasse à Paris au lendemain de son inhumation. Voilà. Bilan de son engagement politique. Bon, on va pas trop s'y intéresser. Bon, à la présidence de la République. Bon. Les opinions, après, c'est vous qui vous les faites, les chers amis, hein. Je ne vais pas vous dire quoi penser, quoi dire, hein. Vous avez un regard. Voilà, vous prenez les distances qu'il faut. L'histoire, comme on dit, c'est l'histoire et le temps qui jugent, hein. Le temps au temps, disait François Mitterrand, et oh, c'est pas de lui, mais bon. Jacques Chirac et le chancelier allemand Gerhard Schröder, d'accord, en 2003. Portrait de Jacques Chirac, ouais, voilà, à une peinture. Affaire du RPR et de la mairie de Paris. Alors là, j'aurais beaucoup à dire, on va pas s'en sortir. Affaire du comte japonais. Oh là là, affaire Borrell. Autre, après l'élection de Jacques Chirac, d'accord. Budget de la présidence, voilà, budget. Voilà. Voilà pour les résultats des élections. Alors là, ce serait intéressant de voir. euh, Est-ce qu'il parlait présidentiel? Oui, voilà. Alors en 2002, oh, ça c'est intéressant, hein, c'est là que c'est intéressant. Regardez, voilà, oui, on parle que de ça, hein. Regardez, en 2002, fois 5 665 855, soit 19,88% au premier tour, et 25 537 956, 82,21%. Waouh, c'est énorme, hein? Élu, oh, évidemment. En 88, il est battu, oui, face à François Mitterrand, bien sûr. Au premier tour, 80 éliminé. Bon. Et il a eu de nombreuses décorations, hein. Décorations internationales, grades, colonel de réserve de l'armée de terre, armée blindée et cavalerie du 1er octobre, le 1er octobre 1992. Dans la culture populaire, le cinéma, la télévision, les bébés de show, bon ça, on va pas revenir dessus, hein. Voilà.
Jacques Chirac du groupe Ultra Vomi sur l'album Objectif. Voilà. Enfin bon. Voilà, chers amis, on a terminé avec le président Jacques Chirac. Alors, vous savez ce que j'en pense, moi, personnellement. Je dirais que Jacques Chirac, c'était l'homme de de beaucoup de compromis. On disait que François Mitterrand avait des compromis aussi, bien sûr, hein. Bon, on sait que il y a eu des affaires assez louches, hein, assez troubles, notamment la mort de deux hommes. Il y a, bon, Giscard d'Estaing aussi, vous savez. Bon, de toute façon, dans la République de notre pays, de l'Hexagone, il ne faut pas s'attendre à, à des échanges comment dire, d'une grande tendresse, hein, vous savez. Les affaires, c'est les affaires. Nous sommes loin de la noblesse, j'allais dire. La noblesse, alors je ne parle pas de noblesse de vicomte, de comte et tout ça, non, non. Je parle de noblesse, de moralité politique. Il n'y a pas une grande moralité politique à attendre depuis la Révolution, hein, on va dire, depuis la Révolution de l'Hexagone. On peut pas, je ne suis pas tendre avec la Révolution de manière générale. Non pas que dans les débuts, il n'y avait pas une volonté que j'approuvais. Moi, je l'aurais approuvé personnellement. Bon, certaines choses, notamment de Lafayette, me semblaient bonnes, n'est-ce pas? Une monarchie modérée, c'est-à-dire un monarque, oui, bon, ben un roi évidemment, mais avec un parlement, on va dire, pas forcément plus libéral, mais quelque chose qui soit décidé par le peuple, vous voyez? Que le peuple puisse décider, voilà, qui seront les députés, les sénateurs. Voilà, laisser au peuple le choix de voter, bien sûr, hommes et femmes, hein, évidemment, ça va de soi. Mais ne pas donner à un homme un pouvoir de 5 ans qui, de toute façon, qu'est-ce qu'il va faire? À peine élu, qui va déjà penser à sa prochaine campagne. Vous voyez, les prochaines campagnes, c'est quoi? Bon, ben, c'est les législatives, c'est les municipales, c'est les cantonales. Ne croyez pas que le chef de l'État, entre guillemets, élu, n'a pas ses préférences concernant la mairie de Paris, la mairie de Marseille, de Lyon, et j'en passe, hein. Bon, ne croyez pas qu'il n'a pas une idée pour son parti, le parti qu'il représente, qui n'a pas une idée de favoriser, d'essayer en tout cas, d'essayer peut-être même de faire en sous-main, de favoriser son parti au détriment des autres, dans les municipalités différentes ou dans les élections cantonales. Et voilà. Donc, dans ces histoires de la Révolution, il y a eu de plus en plus, et vous l'avez vu, hein, avant Napoléon, mais surtout après, sous la Deuxième et surtout la Troisième République, alors là, ça a commencé, les affaires d'ingérence d'un homme haut placé tel que le président ou Premier ministre s'occupant des affaires des autres portefeuilles, des autres ministres, vous voyez, du gouvernement, hein. Le président s'occupait à plusieurs reprises, enfin, dans l'histoire de la Troisième République, j'ai relevé 2 fois, mais enfin, il y a des choses qu'on ne nous dit pas sur le, comment dire, sur Wikipédia, bien sûr. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Il faudrait fouiller dans la BNF, la Bibliothèque nationale de France, mais alors là, ça prendrait des mois, voire des années, pour avoir ne serait-ce que ce qui s'est passé sous la présidence d'un ou deux hommes, que ce soit sous la Première République, deuxième, troisième, quatrième, alors là, quatrième et cinquième, n'en parlons pas, c'est encore pire. Et plus ça va, plus il y a des ingérences des chefs d'État, enfin appelés tels quels, mais qui sont des chefs d'État que de facto, n'est-ce pas? Il faut le dire, hein. Alors, ne vous y fiez pas, chers amis, plus ça va aller, après celui-ci, donc Emmanuel Macron, plus ça va aller, pire ça va être. Sur le plan des ingérences, des confusions de pouvoir, vous voyez, tout ça, ça va aller de pire en pire, jusqu'à une chute prochaine. Et qu'est-ce qu'il y aura derrière ça? Dieu seul sait. Y aura-t-il un roi? Ben, on ne sait pas. On ne sait pas. Y aura-t-il un gouvernement religieux? C'est pas dit que ça n'arrivera pas. Voyez-vous?
Il faut avoir l'esprit clairvoyant. Et je ne cite personne. Je ne cite pas la religion. Je dis un pouvoir religieux, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Parce que au point où nous en sommes, dans le chaos où nous en sommes en 2024, et je vous dis, ce n'est pas fini, on n'a pas fini de chuter, encore de descendre. On n'est pas encore descendu assez bas pour que vraiment les gens s'aperçoivent. Je sais pas moi, il y a quelque chose que les gens ne voient pas, bien qu'il y ait de plus en plus de gens dans l'Hexagone qui se réveillent. Il y en a quand même, faut pas dire le contraire. Mais c'est pas encore assez pour pouvoir espérer, espérer ou plutôt souhaiter, oui, enfin souhaiter un changement quoi, mais un changement radical, hein. Voilà, chers amis. J'ai fini, oh là là, je le dis calmement parce que, bon, vous voyez un peu partout dans le monde, tout récemment, un pouvoir religieux a pris, voilà, a pris le contrôle d'un pays, mais ça, ce n'est pas nouveau. Tout ça, ça profite à qui? À deux pays, et vous le savez, je ne dirai pas les noms, mais vous le savez, vous commencez à comprendre qu'il y a deux pays derrière, dont l'un c'est le plus petit État du monde pratiquement, et l'autre le plus grand pays qui fait encore sa loi avec sa monnaie et tout le reste. Tout ça, c'est un mélange politico-stratégique de premier plan pour déstabiliser d'abord l'Afrique, et c'est ce qui se passe hein, depuis déjà pas mal d'années. Après, notre tour viendra. L'Europe, ça viendra, parce que c'est déjà en place, les pions se mettent en place. Voyez-vous, moi je m'en suis aperçu, moi. Je m'en suis aperçu il y a encore deux trois jours, vous voyez. Il y a des hommes qui se font passer, oh là là, ils sont tranquilles, vous croyez-moi. Vous les voyez, ils sont comme n'importe qui. Ils se mélangent bien avec la population. Se mélanger en apparence. Mais le fond, ils le conservent bien jusqu'au moment venu où la cocotte va exploser. Et là, ça va plus être pareil. Alors, chers amis, ne vous y fiez pas. Tout ce qui se passe en ce moment en Afrique, ça se passera un jour en Europe et puis en Asie, ou peut-être en Asie et en Europe, on ne sait pas. On ne sait pas dans quel ordre. Moi, je crois que ce sera plutôt en Europe, en tout cas. Parce que c'est l'Occident qui est le plus décadent sur le plan sociétal, il faut le dire. Et je crois que le terrain est bientôt mûr, bientôt prêt. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous dis à très bientôt, chers amis. Je reviens sur la page d'accueil, voilà. Coucou, donc me revoici. Merci, chers amis, d'avoir participé, d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, hein. Donc, si ce n'est pas le cas, ben, écoutez, voilà, ne regardez plus mes vidéos. Sinon, ben, restez là et continuez à me soutenir. Si vous voulez, donc pour me soutenir, vous savez ce qui vous reste à faire. Je ne demande pas de fonds, je ne demande pas de participation, je n'ai même pas de publicité pour ma chaîne parce qu'il faut payer, hein, évidemment. Et ça coûte assez cher. Bon, ben, je le ferai peut-être un jour, mais pour l'instant. Voilà, chers amis, je vous souhaite une bonne journée. Soyez heureux en famille, entre amis, sur votre lieu de travail. On se dit à bientôt. Ciao.